Parce que là, ils vont recevoir la notif, je pense. Ah, ok, tu l'as lancé. Bon, très bien. C'est lancé, on va voir. Je ne sais pas si on est en live. En tout cas, est-ce que sur LinkedIn, je le vois? Donc, s'il y a du monde qui nous regarde, salut tout le monde. On va commencer dans une dizaine de minutes. Là, on est sur la phase test. Ok, donc apparemment, cette fois-ci, pas d'anomalie particulière. Est-ce que si... Tac, tac, tac. Je vais sur LinkedIn. On peut commenter. Non. Je vois rien. Ah si, on y est. Ça y est. Il y a un petit peu de latence. Bon, ça, je pense que c'est normal, ça va dépendre du flux, de la connexion de chacun, je pense. Ça va. Ah, ça y est. Il y a du monde. Ça y est, on y arrive. Salut Valérie. Merci de nous rejoindre. Génial. À force de travail, on y arrive. Et pour le coup, on va réitérer l'opération plusieurs fois. Ça va être sympa. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir du monde qui nous suive avec attention. Et n'hésitez pas à commenter. On va attendre un petit peu que le monde arrive. Je vais relancer une petite publication pour inviter du monde. Voilà. Partager. Je vais republier dans le fil d'actualité tout simplement. On est en live. Voilà. Tac. N'hésitez pas à vous annoncer quand vous êtes présent. 7 petites minutes pour commencer en attendant. S'il y a des petites questions en amont pour avoir un petit peu quelques idées sur le contenu au global, on va parler d'analyse comparative sur et la critique des structurations patrimoniales par classe d'actifs. L'objectif, c'est de comprendre un petit peu les typologies de classes d'actifs qu'on a et voir ensemble, faire un petit tour d'horizon des performances, des volatilités, de ce qui est avantageux, désavantageux en fonction de la typologie. Par la suite, donc c'est Damien qui fera la présentation de la première partie, puis une deuxième partie où on va cibler particulièrement le private equity, le private equity et l'apport d'Ideal Reprise dans notre mécanisme, dans notre manière de fonctionner, puisqu'on essaye d'innover un petit peu dans ce monde-là. Donc, Damien, qui lui est conseiller en gestion de patrimoine dans l'ingénierie patrimoniale, fiscale, en l'occurrence, et spécialiste des dirigeants. Aujourd'hui, chez Oikos, qui est partenaire, en l'occurrence Family Office, avec plus de 250 millions d'actifs sous gestion. Donc, je pense qu'il sait très bien de quoi il parle. Merci beaucoup, Marc. Effectivement, on a eu quelques sujets. On a quelques sujets quotidiens qui reviennent sur le plan de la scène. C'est ça. D'ailleurs, par rapport au... J'en profite, tant qu'on n'a pas commencé, j'en profite pour te poser quelques petites questions. Dans ton périmètre aujourd'hui, quelle est la typologie de clients que vous avez de manière dominante? De manière dominante, on va accompagner beaucoup de dirigeants d'entreprise. Ça va être les profils sur lesquels on a beaucoup de valeur ajoutée, puisqu'ils ont énormément de sujets sur lesquels il faut être très attentif.
Donc une structuration de patrimoine, dans leur cas, ça va intégrer une dimension juridique, fiscale, sociale, avec une profondeur, on va dire, assez importante. Et donc voilà, après évidemment, on n'est pas fermé, on a une expertise aussi, surtout par exemple les personnes privées aussi, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants. On va également accompagner des sportifs de haut niveau. Voilà, profession libérale aussi, on a une expertise sur ces profils-là. Voilà, donc on est de manière prépondérante, on a beaucoup de chefs d'entreprise, mais on a d'autres typologies de profils pour qui l'accompagnement patrimonial a du sens aussi. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, dans le spectre des produits, des projets patrimoniaux que tu peux avoir, tu vas couvrir l'immobilier, les actions, les produits structurés. Tu peux en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Bien sûr, alors effectivement, avoir une large gamme de produits, parce qu'aujourd'hui, le cabinet que je représente travaille en architecture ouverte, donc on ne se cantonne pas finalement à la distribution d'un produit en particulier ou d'une marque en particulier. On va sélectionner les produits en fonction des attentes de nos clients, du contexte de marché, challenger les partenaires chaque année, donc c'est aussi ça notre métier. Donc on a un spectre effectivement assez large, donc immobilier, financier, donc tout ce qui va être produit coté, non coté, de l'obligation, du produit structuré, tu l'as très bien dit. Donc là, on est sur des produits un petit peu plus complexes avec une mécanique particulière. Voilà, donc de manière générale, on arrive à construire des allocations d'actifs qui correspondent aux différents profils finalement qu'on peut rencontrer. Donc, et par profil, j'entends profil investisseur, puisque évidemment, c'est de là que tout va partir. Hein, si profil défensif, équilibré, dynamique et offensif, même prudent aussi. Donc voilà, on arrive à construire des allocations sur mesure pour nos clients. Ok. Et dans la même mécanique, aujourd'hui, est-ce que tu proposes aussi des audits patrimoniaux hors Ideal Reprise, bien évidemment, puisque en tant que partenaire, aujourd'hui, ceux qui intègrent Ideal Reprise ont la possibilité d'avoir un audit patrimonial compris dans leur adhésion. Et aujourd'hui, ça, c'est une méthodologie aujourd'hui qui permet en général les honoraires que vous appliquez sur les audits patrimoniaux, hein, c'est bien ça? Exactement, donc c'est un peu le point de départ. C'est important pour nous de bien comprendre la situation des clients sans avoir de perte d'informations qui pourraient nuire finalement à la construction de la stratégie à mettre en place. Donc en fonction des différents objectifs qu'on aura identifiés, les objectifs se ressemblent d'une personne à une autre. Par contre, le parcours change. Le parcours change, les données changent. Et c'est là où on va vraiment apporter notre expertise. Donc c'est dans l'analyse de la situation, sous l'angle juridico-fiscal et social. Et ensuite, donc, construire la stratégie qui sera bien évidemment adaptée. Donc, on va, pour les chefs d'entreprise, intégrer ça, l'angle sociétaire, qui est un gros morceau généralement, puisque c'est un peu leur outil de travail. Donc, il y a vraiment une grosse attention à porter là-dessus. Donc, on réalise des audits patrimoniaux qui sont en général très complets, pour vraiment distribuer ou du moins apporter de la valeur de manière importante pour nos clients. Et on va traiter donc de la construction de patrimoine jusqu'à la transmission, tous les sujets qui peuvent graviter autour de cette thématique. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est justement, il y a une certaine importance à apporter à la valeur de facturer et de payer des honoraires en fait pour cet audit-là? C'est-à-dire payer les audits, la C'est-à-dire valeur, qu'il y a la certains, contrepartie. voilà, la majorité des conseillers en gestion de patrimoine, en effet, ne facturent pas la partie premier rendez-vous, etc., puisque derrière, il y a des commissions qui sont payées par les produits sur lesquels ils vont flécher leurs clients. Alors effectivement, chaque cabinet a un peu sa manière de travailler. Il y en a qui vont du coup offrir le bilan. Mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas non plus. Je pense qu'après, il faut réfléchir en termes de business model de la structure. Ouais. Offrir un bilan va forcément impliquer derrière un engagement pour vous de souscrire un produit. Alors évidemment, on ne peut pas vous forcer la main, mais en tout cas, ça va être l'attente, je pense,
du conseiller, lorsqu'on on fonctionne avec on va dire des honoraires de conseil, on a un peu plus de liberté. En tout cas, on aura plus de facilité à aller explorer des solutions juridiques. Alors, je ne dis pas que ce sont des pratiques bien arrêtées. Vraiment, je pense qu'il y a une manière d'exercer le métier pour chaque cabinet. Donc, c'est vraiment très disparate. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut un peu retrouver. Donc, à partir du moment où on facture des honoraires de conseil, on sait qu'on est payé pour notre objectivité, notre transparence et finalement l'apport intellectuel qu'on va pouvoir mettre dans ce projet de bilan patrimonial. Donc, il y a aussi des cabinets qui vont ne pas facturer les honoraires si vous décidez finalement de mettre en place les stratégies qui nécessiteraient la mise en place d'un produit avec eux. Pour le coup, ils vont conditionner la facturation. Donc ça aussi, ça peut être un modèle de certains cabinets. Oui, comme un devis à 40 € chez un garage, et si en effet vous faites les réparations, ça va vous permettre de le déduire de la facture finale. C'est un peu ça. Par exemple. Voilà. C'est un exemple. Ça peut. Ouais, mais je pense que c'est bien important parce que c'est vrai que notre profession aujourd'hui ouvre pas mal de. Voilà. Il est très clivant, on va dire. Tout à fait. Bah, écoute, Damien, je te laisse la main. On peut commencer. Il est 13h. Du monde est en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, je te laisse la main et on part sur l'analyse comparative et critique de la structuration patrimoniale par classe d'actifs. C'est parti. Eh ben, très bien, on rentre dans le dur directement. En tout cas, merci beaucoup Marc pour cette invitation, cette possibilité d'intervenir auprès de personnes qui sont sensibles au sujet. Donc aujourd'hui, comme Marc vient de l'introduire, moi je vais vous présenter en tout cas ma partie portera sur l'analyse comparative critique de la structuration patrimoniale par classe d'actifs avec un focus sur le private equity. Les données qui seront communiquées durant cette présentation sont sourcées, notamment sur des bases de Cambridge, Associates, le MSCI et chez Bloomberg. Donc l'idée c'est de vous donner des données sourcées que vous pourriez du coup vérifier par la suite. En termes d'organisation de cette présentation, donc on va forcément avoir une introduction sur l'intégration du private equity dans une allocation patrimoniale. Ensuite, on va explorer les différentes classes d'actifs qui peuvent exister et les comparer en fonction des différentes métriques qu'on peut identifier. Donc, les différentes métriques, ça va être les rendements, les risques, les corrélations qui peuvent exister. Et en fonction de ça, on va aussi contextualiser les classes d'actifs dans des scénarios macroéconomiques. Comment les différentes classes d'actifs vont réagir dans des scénarios bien différents, avec de l'inflation, avec de la croissance. Et ça, on verra l'impact que cela peut avoir et finalement la résilience des différentes classes d'actifs. Ensuite, on fera un focus approfondi sur le private equity et son fonctionnement. Je pense que c'est une classe d'actifs qui est assez particulière et atypique. Il faut bien comprendre comment elle fonctionne. On fera un petit focus là-dessus. Très peu démocratisé d'ailleurs, justement. Très peu démocratisé. En soi, c'est une mécanique très particulière. Donc, j'ai pensé que ce serait intéressant, effectivement, de bien expliquer la mécanique derrière les fonds private equity. Ensuite, des exemples de profils d'allocation. Comment on intègre le private equity, ou du moins des exemples d'allocation de portefeuille. Comment on peut les construire en intégrant du private equity en fonction de son profil investisseur. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas idée de son profil investisseur, mais en tout cas, on sait à partir de quel moment, quel niveau de risque peut nous empêcher de dormir. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Et enfin, on finira avec une conclusion sur les différents sujets abordés. Voilà pour le déroulement de cette présentation, en tout cas pour ma part. Donc, je vais démarrer sur l'intégration du private equity dans une allocation patrimoniale. Donc, le private equity ou le capital investissement, donc ça désigne des investissements dans des entreprises qui sont non cotées, donc souvent via des fonds dits spécialisés en private equity. L'objectif principal, c'est d'aller chercher bien sûr de la diversification. Donc évidemment, la diversification dans le monde de la finance, c'est répartir le risque pour réduire la volatilité globale d'un portefeuille. Comment en ajoutant des actifs ou des classes d'actifs qui ne bougent pas en phase avec les marchés traditionnels. Donc, oui.
typiquement, voilà. je vais te couper, typiquement, investir dans plusieurs typologies d'actions différentes, c'est pas vraiment de la diversification, hein. Bah, disons qu'il va forcément y avoir une corrélation. Il Voilà. va forcément y avoir une corrélation des contextes de marché qui peuvent, on va dire, avoir un impact identique sur, même si on est sur des secteurs différents, on peut des fois retrouver une certaine corrélation entre classes d'actifs, en tout cas, classes d'actifs, secteurs dans le monde des actions. Donc, historiquement, le private equity, donc sur 20 ans, c'est ça l'horizon que j'ai retenu, on a une surperformance de 4,8% par an comparé aux actions dites publiques, c'est-à-dire les actions qui sont cotées en bourse. Ça va surtout s'expliquer par un horizon d'investissement qui est long, par l'alpha opérationnel, par l'effet de levier de crédit, j'y reviendrai. Ensuite, autre donnée qui peut être intéressante, c'est qu'on a un ratio de Sharpe qui est de 0,85 pour le private equity. Le ratio de Sharpe, alors, évidemment, je vais l'expliquer, ce n'est pas forcément une notion qui parle à tout le monde, et on ira aussi un petit peu plus loin dans la présentation par la suite. Mais le ratio de Sharpe, ça va mesurer finalement le rendement excédentaire par unité de risque. Autrement dit, c'est un indicateur clé de performance ajusté au risque. Je m'explique. Le risque dans la finance, c'est souvent représenté, alors si on va avoir vraiment dans le détail, ce n'est pas forcément vrai, mais par la volatilité. La volatilité, c'est la moyenne des mouvements, l'écart de volatilité par rapport à la moyenne, l'écart des variations. Par exemple, si ma volatilité augmente de 1, de combien ma performance va augmenter par rapport au ratio de Sharpe? C'est ça, en fait. Si ma volatilité augmente de 1, pour le private equity, la performance augmente de 0,85. D'accord. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Voilà pour ça, au niveau du ratio de Sharpe. Donc, gardez-le en tête parce qu'on va y revenir et on ira même un petit peu plus loin au niveau des explications des métriques qui nous permettent de comparer chaque classe d'actifs. Alors, le private equity, il a ses avantages et, pour ne pas dire inconvénients, ses défis opérationnels. Parmi les avantages structurels qu'on peut retrouver, forcément, on a un rendement exceptionnel qui est de 12,3% annualisé sur 20 ans, des corrélations qui sont réduites par rapport, comme on l'a évoqué, au marché public, de l'ordre de environ 0,6% de corrélation avec les marchés publics. On reviendra sur ce qu'est une corrélation. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où on s'approche de la valeur 1, on a une corrélation parfaite. Okay. Voilà. Là, on est aux alentours de 0,6. Ensuite, on va avoir forcément l'alpha opérationnel. Donc ça, c'est la création de valeur par amélioration des entreprises. Ça va finalement désigner la valeur ajoutée par l'amélioration des entreprises investies. Autrement dit, le fonds qui va investir dans la société cible, qu'est-ce qui va être mis en place par ce fonds, ou du moins par l'équipe déployée au sein de la cible, pour justement aller créer de la valeur. Et on a également ce qu'on appelle une prime d'illiquidité, donc ce qui va compenser finalement le fait que les actifs en private equity ne vont pas se vendre aussi facilement que sur un marché coté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête. On reviendra un peu dessus, sur cette contrainte-là, qui est du coup les liquidités. Au niveau des défis opérationnels qu'on peut relever, forcément la contrepartie, c'est qu'on a une illiquidité qui est prolongée. En général, l'horizon de placement, ça va être 8 à 12 ans. Donc on part du principe que le capital est bloqué. Il faut vraiment avoir un horizon plutôt long terme pour que la création de valeur soit vraiment matérialisée dans cette, on va dire, cette un peu comme d'investissement. Alors un peu comme l'immobilier, même si l'immobilier en soi, peut-être des fois encore plus long, mais en soi, oui, on reste quand même sur des temps longs. Ouais. Ensuite, on a la sélection de ce qu'on appelle les GPs, les General Partners, autrement dit les gestionnaires de fonds. En fait, ça va être crucial parce que dans le monde du private equity, on a des disparités très fortes en termes de performance et ça dépend vraiment finalement du partenaire avec qui vous allez vous engager ou du moins de l'organisme que vous allez sélectionner à travers qui vous allez faire l'investissement. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Tous les fonds ne se ressemblent pas, malgré le fait qu'ils traitent de la même classe d'actifs. On peut vraiment exercer différentes formes de private equity, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête.
Ensuite, la complexité dite opérationnelle, qui peut inclure la gestion des appels de fonds. En fait, dans le private equity, lorsque vous décidez de souscrire 100, vous ne souscrivez pas 100 la première année. En fait, il y a un système d'appel de fonds qui peut être lissé sous 3 à 5 ans. Donc, il y a vraiment une planification à prévoir. On reviendra un peu dessus un peu plus tard, mais voilà, ça, c'est essentiel pour bien comprendre la manière dont se passe un investissement dans le private equity. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je vous ai également mis en graphique la surperformance finalement du private equity par rapport au S&P 500 sur la droite. On voit vraiment qu'il y a un décrochage énorme en termes de surperformance du private equity par rapport à un indice comme le S&P 500. Donc, ça peut effectivement justifier l'intégration du private equity dans une allocation d'actifs, avec prudence, bien sûr, parce qu'il faut bien identifier les contraintes que cette classe d'actifs peut apporter. Voilà. Donc maintenant, on va parler des classes d'actifs en détail. On va parler finalement de ce qu'on appelle, en tout cas, tout ce qu'on peut retrouver dans des cœurs de portefeuille, les actions et les obligations. On va les représenter à travers des indices. Là, pour le coup, pour l'indice action, on a retenu le MSCI All Country World Index, qui va finalement couvrir le monde entier, y compris les marchés émergents. Donc, c'est quand même un indice très large, hein, mais ça peut donner une idée. Historiquement, c'est un indice qui va délivrer du 7,5% annualisé. Pour le coup, cette performance, elle a été hedgée. Hedgée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, on a neutralisé finalement le risque de change dans l'identification de cette performance. Voilà, Oui, le parce risque que de sur change. pays, forcément, le change est différent. Exactement. Donc là, on ne voulait pas comparer des choux et des carottes. Donc pour le coup, on vous donne des données qui sont hedgées, donc pour lesquelles on a neutralisé finalement l'effet de change. Pour les actions, on va avoir une volatilité on va démarrer par ça, qui est de 15,2%. Donc une volatilité, comme on l'a évoqué, c'est l'écart par rapport à la moyenne, donc l'écart des variations. Alors, savoir si c'est à la baisse ou à la hausse, ça c'est évidemment plus compliqué à définir, mais en tout cas, on sait que c'est des actifs sur lesquels on a beaucoup de volatilité. On a un ratio de Sharpe qui est de 0,5%. Donc si ma volatilité augmente de 1, ma performance augmente de 0,5. Tiens, à titre de comparaison, puisqu'on parle d'actions, si je dois comparer les actions en termes de volatilité par rapport à de la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on a comme typologie de… Alors, la crypto-monnaie, c'est complexe parce qu'il y en a énormément. Soit on parle du Bitcoin, soit on parle du altcoin, de altcoin. Et dans ce cas-là, on va avoir… Alors, j'ai pas les métriques en tête, pour le coup, mais je pourrais les communiquer ultérieurement. Mais effectivement, ça peut être intéressant de se dire c'est quoi les métriques de la crypto, ou du moins celle du Bitcoin. On sait qu'on a des variations qui sont fortes, même si le Bitcoin reste quand même un petit peu plus mesuré. En tout cas, sur des altcoins, on peut avoir des variations qui sont très, très importantes. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc là, je n'ai pas la réponse. On peut aller sur du 90% de variation. En fait, c'est par rapport à un prix donné. Grosso modo, imaginons, je paye 10 € ma crypto. Elle peut varier de 10% ou de 100%, par exemple. Ça veut dire qu'elle perd la totalité de sa valeur immédiatement. C'est bien ça. Ça peut arriver effectivement que sur des crypto-monnaies, on se soit retrouvé avec un portefeuille à zéro. Hein. Il y a eu des sujets comme ça du jour au lendemain. En fait, il y a eu ce qu'on appelle les effets de hype aussi sur le monde de la crypto-monnaie, les effets de tendance qu'on peut retrouver. Donc, il y a énormément, en fait, étant donné que le sous-jacent a une valorisation qui est essentiellement axée sur la confiance que les gens peuvent apporter dedans, ou du moins l'intérêt déjà. Si demain, plus personne n'a d'intérêt à acheter une crypto-monnaie, le cours va s'effondrer et donc potentiellement atterrir sur des niveaux très très bas. Ouais. Et donc, on a connu de très très mauvaises histoires dans le monde de la crypto. C'est bien ça, hein, la volatilité. C'est histoire que tout le monde, en effet, perçoive véritablement ce que c'est. Exactement. Ensuite, dernière donnée que je trouvais intéressante pour les actions à vous donner durant cette slide-là, c'est qu'on a un equity risk premium qui est concrètement la prime de risque comparée finalement aux obligations d'État, qui est de l'ordre de 4 à 5%. Autrement dit, c'est une classe d'actifs qui va générer en moyenne entre 4 et 5% de plus que des obligations dites d'État. Donc, le financement de l'État passe par l'émission d'obligataires. Donc, on peut espérer
évidemment, la notion de risque n'est pas la même. Pour les obligations globales, donc là, j'ai retenu l'indice qui est le Bloomberg Global Aggregate, qui est un indice d'obligations investment grade. Donc ça, c'est des entreprises qui ont une bonne notation, finalement, pas comme la France. Donc, ce sont les obligations émises par des sociétés elles-mêmes. Hein. Exactement. Donc là, pour le coup, on est sur des sociétés qui sont bien notées, avec un risque de défaut qui est assez faible, finalement. Sur cette typologie d'actifs, on va avoir un rendement moyen qui est de l'ordre de 3,2%, avec une volatilité relativement basse qui est de 5,8%. On va avoir une duration qui est d'environ 6 ans. La duration, ça mesure finalement la sensibilité au taux d'intérêt. En gros, si les taux montent, les prix baissent. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Ouais. Donc, les obligations vont servir essentiellement à stabiliser un portefeuille. Ok. Et il existe des obligations, par exemple, sur des sociétés moins. Absolument. Donc là, oui, tout à fait. On va avoir des obligations émises par des entreprises parce que tout le monde a besoin de se financer à l'heure actuelle. Donc, on sera sur ce qu'on appelle du high yield. Et entre le investment grade et le high yield, on va retrouver le crossover. Alors, le high yield, effectivement, va être sur des entreprises qui vont avoir un risque de défaut beaucoup plus important, ce qui fait que leur dette, ils vont la payer un peu plus cher. D'accord. Voilà. Donc, on aura des rendements beaucoup plus intéressants, mais il y a cette notion de risque supplémentaire qui est le risque de défaut qui va s'accroître au fur et à mesure qu'on va descendre dans la classification des sociétés dans lesquelles on investit. Et qu'est-ce qui se passe en cas de défaillance, justement, lorsqu'on a acheté ces obligations-là, pour ceux qui, en effet, ont acheté ce type d'obligation? Alors, ça dépend, mais généralement, on va avoir on est créancier chirographaire, donc on ne va pas forcément être remboursé sur le capital qui a été prêté à la structure. Donc, ce sont les actifs, entre guillemets, qui vont être récupérés pour pouvoir payer ce qui reste. C'est un petit peu ça. Voilà, en passant après l'État et tous les organismes, bien sûr, qui ont la priorité avant vous. Donc, au niveau des actifs réels, j'ai évidemment prévu de parler de l'immobilier et des infrastructures. Donc, l'immobilier, on va parler de l'indice du REIT, qui va représenter finalement les fonds qui sont investis en immobilier coté. Et on va le comparer, ou du moins on va faire le rate sur l'indice EPRA Nareit global, qui est la référence mondiale pour mesurer la performance des sociétés immobilières. Oui, ce qui est différent de l'immobilier, comme tout un chacun fait habituellement. On ne parle pas d'immobilier. C'est ça. Donc là, on n'est pas sur l'immobilier, on est sur l'immobilier coté. Voilà. Donc ça ne concerne pas toutes les. Enfin, je ne pouvais pas tout traiter de manière. Mais si j'ai dû faire des choix, effectivement, je me suis axé sur l'immobilier coté. Ça donne une vision de l'immobilier. C'est ça. Donc c'était un peu l'intention. Donc sur longue période, on va avoir un rendement moyen qui est de l'ordre de 6,8% par an. Par contre, on va avoir une volatilité qui est relativement forte, 18,5%. Et le drawdown historique sur cette classe d'actifs est de 65%. Donc le max drawdown, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, si vous rentrez au plus haut et vous sortez au plus bas, quelle serait votre perte maximale? Là, on est à moins 65%, donc on a une volatilité qui est forte. Un drawdown qui est très important, donc la perte maximale possible entre un pic et un creux. Donc ça représente quand même... Donc, ça peut être les structures qui vendent, par exemple, des SCPI, etc. Alors non, on est plus c'est des foncières cotées, par exemple. Des foncières cotées, ok. Voilà. Donc là, pour le coup, ça illustre assez bien la différence entre l'immobilier physique, donc perçu comme refuge par les Français, surtout, de l'immobilier coté. Donc, il va se comporter en réalité beaucoup plus comme une action que comme une obligation. D'accord. Donc, à avoir en tête. Ensuite, on va parler aussi de ce qu'on appelle le cap rate, ou le taux de capitalisation. Autrement dit, c'est le rendement locatif net divisé par la valeur de l'actif. Donc, ça varie entre 4 à 6% en fonction de la zone géographique. Et aussi des cycles immobiliers, bien sûr, puisque ça va avoir un impact. Au niveau des infrastructures, donc là, moi, j'ai retenu l'indice EDEC Infra Global. En moyenne, on va avoir une performance de 8,1% avec un Sharpe de 0,6. Le Sharpe, pour rappel, volatilité augmente de 1. De combien augmente ma performance? Donc là, pour le coup, c'est 0,6. On va avoir des actifs qui sont quand même assez, j'allais dire hedgés par réflexe, mais qui protègent assez bien de l'inflation, puisque par exemple, dans les infrastructures, on va avoir des péages. Le péage, ça va être indexé sur l'inflation. Donc finalement, ces actifs protègent assez bien de l'inflation de manière générale.
Ouais, ils augmentent les prix à chaque fois qu'il y a de l'inflation. Exactement, tout à fait. Maintenant, on va passer aux actifs du coup dits alternatifs. Sur les actifs alternatifs, on va parler des hedge funds. Donc moi, j'ai retenu l'indice HFI, Fund Weighted Composite, qui est du coup un indice composite de stratégies alternatives. Donc c'est ça, finalement, les hedge funds, hein, c'est des stratégies alternatives. Donc on a un rendement qui est de 5,4%. On a un Sharpe de 0,5. L'objectif de ces fonds, généralement, ça va être de chercher un alpha absolu. C'est des positions qui sont assez court-termistes et très décorrélées des marchés publics, hein. Donc, on a des arbitrages, donc c'est très agressif comme stratégie de manière générale. Ensuite, les matières premières, en termes de métriques, qu'est-ce que ça représente? On va avoir en tout cas, on va retenir, je présente l'indice. On a un indice qui est le S&P GSCI, indice global des commodities. Dedans, on va retrouver le pétrole, l'or. En termes de rendement, on peut faire du 2,1%. Je crois que tu as été un peu trop loin. Hop, tac. Non, là. Juste après. Voilà, c'est bon. C'est moi qui gère les diapos aussi. Oui, en fait, je cliquais, mais je ne voyais pas ce que... Ça ne passait pas. Ok, donc effectivement, il y avait peut-être un problème de... J'avance à en parler. Ok, pas de souci. Du coup, bon, les matières premières, on va retrouver... en termes de rendement, on est à 2,1% de rendement moyen sur 20 ans. La volatilité est quand même très forte sur cette classe d'actifs. On est à 20,4%. Mais c'est un très bon protecteur contre l'inflation, puisque en général, très lié à cette donnée économique. Ensuite, on va finir par les liquidités, autrement dit le cash. Donc, on a 1,8% de rendement annuel moyen sur 20 ans. Donc là, pour le coup, c'est plus quelque chose qui nous permet de conserver de la liquidité sur les actifs. Donc, c'est plus pour des besoins tactiques ponctuels. Donc, ces actifs-là, actifs alternatifs, ça va apporter une bonne décorrélation finalement par rapport aux classes d'actifs un peu plus traditionnelles. Donc là, on va passer aux métriques pour une analyse un petit peu plus fine de ces éléments-là. Alors, au niveau des métriques clés, donc, on va observer le rendement moyen, enfin le rendement annualisé et le gain moyen par an, les volatilités, le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le maximum drawdown. Le ratio de Sortino, je vais évidemment expliquer ce que c'est. Ça va venir compléter ou du moins affiner l'analyse qu'on pourrait avoir vis-à-vis du ratio de Sharpe. Mais on voit qu'effectivement, sur le private equity, les données sont quand même assez satisfaisantes. On va avoir un rendement moyen sur 20 ans qui est 12,3%. Quand on va le comparer aux actions un peu plus globales, on est à 7,5%. Et on constate que la volatilité reste tout de même inférieure. 14,5% de volatilité contre 15,2%. Du coup, on a une volatilité plus importante que les actions. Donc, pour une meilleure performance. Bon, évidemment, je ne vais pas comparer finalement. On peut l'observer, mais on voit qu'il y a une bonne surperformance vis-à-vis des obligations des immobiliers et des infrastructures du private equity. Alors, attention, hein, c'est pas parce qu'on a de belles métriques qu'il faut tout miser sur le private equity. Il y a quand même des contraintes. Je tiens à le rappeler. On a des données qui sont intéressantes, mais tout de même, il faut savoir raison garder. On reste dans une démarche de diversification et l'idée, c'est d'aller créer de la performance dans un portefeuille. Donc, le Sharpe, on en a parlé. À partir du moment où ma volatilité augmente, de combien augmente ma performance, ma volatilité augmente, de combien augmente ma rentabilité. Le Sortino, ce que cette métrique, ou du moins cet indicateur va nous indiquer, il va vraiment en fait, nous permettre de nous concentrer sur ce qui nous intéresse, en tout cas le plus pertinent pour nous. Le Sharpe, lui, se concentre que sur la volatilité, donc ça peut punir un actif qui peut monter vite, qui peut monter très vite sur une volatilité très forte, parce qu'en fait, il ne va mesurer que le risque. En gros, le Sortino va mesurer que le risque qui nous intéresse vraiment, autrement dit la perte. C'est ça où je voulais en venir, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais concrètement, un actif comme le private equity, ça peut sembler risqué en volatilité totale, mais quand on regarde finalement le Sortino, on constate qu'il offre un rendement bien supérieur par unité de risque baissier. Donc en clair, il va mieux récompenser la patience de l'investisseur. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Okay. On va vraiment sur le Sortino, on se concentre sur
sur finalement le risque de perte. Et le maximum drawdown, donc ça, je vous ai expliqué, c'est la perte maximale qu'on peut subir sur une classe d'actifs. Bon, là, on est sur des moyennes, évidemment, compliquées, et on a une très grosse disparité sur le monde du private, mais en tout cas, on est à moins 30 pour le monde du private equity, quand on est à moins 55% sur le monde de l'action un petit peu plus, les actions cotées. Hop, je continue. Alors, maintenant, on va observer les corrélations, en tout cas les métriques de corrélation, comment les actifs covarient entre eux, finalement. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, lorsque on a une corrélation à 1, on va avoir un mouvement parfait. Et quand on se rapproche de 0, finalement, on n'aura aucun lien entre les classes d'actifs. Donc, on voit bien, finalement... Voire même un lien inverse, potentiellement. On peut avoir effectivement une décorrélation totale et asymétrique, finalement, dans certaines situations. Donc là, pour le coup, on observe que la plus grosse corrélation qui peut exister par rapport aux actifs que l'on compare aujourd'hui, c'est entre le private equity et les actions. On est à 0,65 de corrélation, d'indice de corrélation. Donc, malgré tout, on arrive à créer de la diversification dans un portefeuille en intégrant des actions et du private equity. Mais par contre, on va avoir, par exemple, avec alors, je ne vais pas prendre le monétaire, mais si on regarde, par exemple, sur de l'obligation, on est à 0,25 de corrélation. Donc là, on a quand même une bonne décorrélation, finalement, des actifs, ce qui peut être très intéressant dans la construction d'un portefeuille patrimonial. Donc là, on va finalement observer la manière dont réagissent les actifs dans des scénarios économiques. Donc, encore une fois, ce sont des moyennes, donc tirées de certaines bases de données comme l'OECD Economic Outlook ou encore l'IMF WIO. Donc, là, l'idée, c'est de voir quelle classe d'actifs peut être la plus résiliente en fonction d'un scénario de marché. Un scénario où il y a de la croissance et où il y a de l'inflation. Scénario, il y a de la croissance, une inflation modérée, qui est clairement le scénario dans lequel le PE va bien surperformer. Donc, je pense que ça donne une idée intéressante et on voit que dans chacun des scénarios aujourd'hui, le private equity arrive à quand même à rester assez résilient malgré tout. Donc, après, le scénario qui peut effectivement faire souffrir le plus le private equity sera sur des scénarios de récession, des scénarios récessifs avec une inflation qui reste modérée. Donc là, pour inflation élevée, pardon. Donc là, pour le coup, on risque de ralentissement, du moins de perte sur cette classe d'actifs qui pourrait être effectivement identifiée. Hop, je poursuis. Alors, maintenant, je vais parler finalement du private equity et surtout de son fonctionnement. Quand on investit dans le private equity, comment ça se passe? Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un investissement qui est illiquide dans des entreprises qui sont non cotées. Il y a différentes étapes au niveau de la phase d'investissement. La première étape va être finalement l'engagement initial, autrement dit la souscription, l'investissement que vous souhaitez faire dans le private equity. La deuxième étape sera l'appel de fonds. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle un tirage progressif. Les appels de fonds vont se faire en général jusqu'à la 5e année. Donc là, on va vraiment lisser l'investissement dans le temps. Autrement dit, on va vous demander de verser l'argent à des périodes complètement différentes. Je parlais de planification tout à l'heure. Là, pour le coup, on est clairement dans le sujet. C'est ce qu'on appelle les appels de fonds. Ensuite, il y a la période d'investissement. Donc là, on est vraiment sur le déploiement des capitaux. On va rentrer dans la phase d'acquisition des structures cibles. Et pour finir, on aura la phase de sortie. Donc là, pour le coup, ce sera les ventes pour obtenir les plus-values potentielles générées par le fonds d'investissement sélectionné. Ce schéma d'investissement, il va avoir un impact sur la performance à court terme. C'est ce qu'on va appeler dans le private equity la courbe en J. À court terme, on va avoir un rendement négatif qui va être... on va avoir un rendement qui est négatif. Pour quelle raison? C'est parce qu'à court terme, les capitaux ne vont pas être appelés en intégralité, ne vont pas être déployés en intégralité, et il va falloir absorber toute la structure de frais liée à ce projet d'investissement. Donc, je vous ai mis ça en image, finalement, de voir comment peut être représentée la courbe en J, et à partir de quelle année on va avoir ce qu'on appelle le break-even, autrement dit, repasser dans une performance dite positive
et jusqu'à quelle année on va finalement percevoir une restitution des capitaux plus les plus-values générées par le fonds. C'est en général, voilà, c'est dans le cadre d'un investissement avec un fonds. On est bien d'accord. Exactement. Donc là, moi, je parle de métriques moyennes sur des données tangibles que j'ai pu récolter. Donc, on voit que c'est à partir de la 5e année qu'on commence à générer de la performance, récupérer ses capitaux. Voilà, mais c'est une moyenne, encore une fois. Donc, à prendre avec un peu de perspective, mais ça peut donner une idée sur le schéma de fonctionnement du private equity dans son ensemble et au niveau de son fonctionnement. Au niveau du private equity, qu'est-ce qui va faire que cette classe d'actifs surperforme aujourd'hui, ou du moins surperforme même dans le temps? On va avoir déjà l'effet de levier de crédit qui va être utilisé. Donc, en termes de créateurs de performance, ça peut représenter entre 30 et 50% en fonction des caractéristiques de la dette. Ensuite, on va avoir les multiples d'expansion. Donc, l'amélioration des multiples de valorisation par repositionnement stratégique de la cible, ça peut représenter environ 20% de la surperformance du private equity. L'alpha opérationnel qui peut représenter entre 30 et 40% de la surperformance. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur l'amélioration des marges, tout ce qui peut être croissance organique, optimisation des process internes, donc vraiment sur des choses très précises sur lesquelles les équipes vont intervenir. Et le timing de marché qui peut agir pour 10% environ de la surperformance. Donc là, pour le coup, ça dépend vraiment du contexte macroéconomique dans lequel on va se trouver, même sectoriel, microéconomique. Et ça peut avoir effectivement un impact. Maintenant, j'ai trouvé intéressant aussi de vous donner, alors, hop, pas cette slide-là, plutôt celle-ci, en tout cas, une manière de structurer un portefeuille en intégrant du private equity en fonction de votre profil investisseur. Donc évidemment, ça reste un exemple. L'idée, c'est, je pense, de rentrer un petit peu plus dans le détail de votre profil, mais déjà, ça peut vous donner une idée. Par exemple, sur un profil conservateur, on peut imaginer intégrer 5% de private equity au vu des caractéristiques de cette classe d'actifs. Parce que, comme on l'a évoqué, il y a quand même malgré tout de la volatilité, malgré que ce soit sur des marchés qui sont non cotés, il y a les liquidités, donc il y a une notion de risque il y a quelques contraintes qu'il faut avoir en tête. Et à contrario, si on est sur des profils plutôt offensifs, on peut aller jusqu'à 25% du portefeuille, ou du moins de son patrimoine, portefeuille, sur du private equity, ce qui serait assez adapté finalement à cette typologie de profil. Mais c'est juste pour vous donner une idée de la manière dont on peut éventuellement intégrer cette classe d'actifs dans un portefeuille d'investissement. Donc, Damien, est-ce que tu pourrais donner quelques petites indications, par exemple, selon l'étape dans laquelle on est dans la vie pour définir un profil? Puisque j'imagine que quand on a 20 ans, on n'a pas le même profil que quand on a 60 ans. Alors oui, effectivement, il y a de se définir en tant que profil investisseur. Oui, absolument. Donc en fait, là, c'est intéressant parce que au-delà du fait de l'aversion au risque qu'on peut avoir dans notre portefeuille, il y a une autre notion qui va rentrer en compte, c'est l'horizon de placement. Dans la finance, il faut avoir en tête que le temps est votre allié. Plus vous allez avoir du temps devant vous, plus vous allez, entre guillemets, pouvoir vous permettre de prendre du risque. Puisqu'on sait que sur le long terme, on est en capacité de générer de la performance. Alors évidemment, si on se concentre sur des scénarios très court-termistes, on sait qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés actions, sur le private equity aussi. Donc là, pour le coup, ce sera si vous avez un horizon d'investissement qui est plutôt court, évidemment, on ne va pas s'orienter sur des classes d'actifs qui ont des volatilités importantes. On va plutôt aller cibler, construire un portefeuille avec une bonne base d'obligations, du monétaire un petit peu, ou du moins le monétaire va commencer à distribuer un peu moins, mais on est d'accord pour le coup qu'un scénario où on est court-termiste, entre guillemets, on va rechercher plus de la liquidité, donc c'est-à-dire de capter un maximum son investissement en cas de besoin, etc. C'est ça, en général, si on a un horizon qui est assez court terme, ça veut dire qu'on va avoir besoin de capitaux rapidement. Donc ça veut dire que déjà, on ne peut pas renoncer à la liquidité. C'est une notion qui va être beaucoup trop importante. Et ensuite, étant donné qu'on peut avoir des variations fortes sur certaines classes d'actifs, on va devoir vraiment choisir avec beaucoup de pertinence la classe d'actifs
par rapport à nos projets court terme. Donc ça, à avoir en tête, bien sûr, pour éviter de se retrouver dans une situation ou un contexte de marché pénalisant pour nos capitaux dans un moment où justement on en a besoin. Dans le cadre où on a besoin véritablement de liquidité, selon toi, quelle est la bonne allocation maximum qu'on pourrait attribuer à l'investissement en règle générale? Par exemple, sur mes revenus qui sont de l'ordre de, allez, disons 1000, maximum, combien je devrais allouer à l'investissement de ton point de vue? Alors là, du coup, c'est un avis que je donne, que je demande. Alors attends, si je reformule pour voir si j'ai bien compris, en gros, tu gagnes 1000, combien tu devrais placer tous les mois, c'est ça? Ouais, De maximum. manière... Si je suis conservateur. Alors c'est un peu ok. Je veux dire, je pense que c'est assez propre À chacun. à chaque personne, exactement, parce que après, on sait qu'on a un taux d'épargne en France qui est quand même très important, mais le taux d'épargne, finalement, il va juste vous permettre d'identifier ce qui n'a pas été consommé. Donc, on a un taux moyen qui est de l'ordre de quasiment 15% en France de taux d'épargne, qui a augmenté d'ailleurs, je crois, dernièrement, quasiment 17% de mémoire. 17, oui, tout à fait. Mais ça, c'est plus représentatif finalement on va dire, d'un manque de confiance en l'avenir vis-à-vis des citoyens aussi. Donc, mais en tout cas, ça peut nous donner une idée. Donc, est-ce que c'est pas aussi un manque de confiance dans les autres typologies de classes d'actifs, peu importe lesquelles, quelque part? À partir du moment où on est dans un contexte économique qui est compliqué, on va avoir du mal à investir et avoir de la conviction derrière les différentes classes d'actifs. Par contre, je pense que là où on va avoir besoin de se renseigner davantage, c'est justement par rapport au contexte de marché, il y a forcément des classes d'actifs dans lesquelles on va peut-être avoir des opportunités, qui vont peut-être mieux réagir aussi dans un contexte de marché bien précis. Donc il faut, je pense que c'est vraiment un travail de fond. Après, en termes de financière, quelque part, un travail d'éducation financière. C'est effectivement là où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui, on est quand même même si c'est en train de changer à travers les nouvelles générations, on le voit, elles prennent un petit peu plus les choses en main, mais on a quand même été éduqués dans un système où on a délégué énormément de choses à l'État, comme la retraite, comme la santé. Donc forcément, on nous a un peu éloignés de cette réflexion autour de l'éducation financière. Et ça, voilà. Je pense que ça a eu des conséquences sur les anciennes un peu générations. Mais tout ça est en train d'évoluer et c'est très bien. Les gens se renseignent davantage, ils sont beaucoup plus au fait et en même temps, l'information circule beaucoup plus vite aujourd'hui. Même si des fois. Comment ? Et on y contribue. Et on y contribue modestement, bien sûr, puisque c'est essentiel aujourd'hui, je pense, pour tout le monde, de bien comprendre le fonctionnement d'une économie, de l'investissement de manière générale, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes variables qui vont l'impacter, l'horizon de placement, les risques que l'on va prendre doivent être mesurés, toujours à adopter une démarche de diversification. Je pense que c'est essentiel aussi pour avoir de la visibilité et en même temps, si on a des projets plutôt long terme, que ça soit en phase et qu'on respecte bien tous les points de passage pour atteindre nos objectifs. Tout à fait. Donc, en conclusion, on peut retrouver finalement du private equity dans une allocation cible entre 15 et 30%. J'écarte finalement les profils un petit peu plus défensifs, mais grosso modo, sur des profils équilibrés à offensifs, on peut avoir entre 15 et 30% de private equity, c'est pas déconnant. Donc c'est assez, ça peut être intéressant. On peut avoir une bonne décorrélation des marchés publics à travers cette classe d'actifs là. Voilà. C'était tout ça finalement l'objet de la présentation. Bien comprendre que chaque classe d'actifs a ses particularités. Le private equity permet une bonne diversification à des rendements qui sont quand même historiquement très intéressants. Mais voilà, avoir en tête que ça reste un investissement qui est assez atypique, avec des contraintes, malgré tout, et tout mettre sur le rouge, c'est jamais finalement voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il faut quand même avoir une bonne... La clé, la diversification, exactement. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'allocation les portefeuilles d'allocation
des plus grandes fortunes. Hein. Aujourd'hui, c'est la deuxième classe d'actifs préférée, le private equity. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui on éduque un petit peu à titre tout en étant humble. Hein. L'idée, c'est de valoriser une classe d'actifs qui est méconnue, qui est très peu connue, en tout cas du grand public, et de faire en sorte d'avoir un accès privilégié à cette classe d'actifs-là. C'est ça, c'est une classe d'actifs qui se démocratise. Pardon, je te laisse terminer. Mais c'est justement que tu peux poursuivre, justement. Ok, c'est une classe d'actifs qui se démocratise. On commence à avoir, l'accès commence à s'ouvrir. Voilà, en tout cas, les tickets d'entrée sont, voilà, il y a aujourd'hui l'opportunité d'y entrer avec des tickets moins importants que sur des FCPR avec un minimum de 100 000 euros, par exemple. Donc on peut, voilà, on est en pleine. C'est vraiment une classe d'actifs qui se démocratise. Après, les grandes fortunes aujourd'hui ont un autre défi, c'est tout ce qui va être transmission transgénérationnelle. Donc pour le coup, là, c'est une classe d'actifs qui joue un excellent rôle finalement sur le temps long, parce que sur le temps long, on sait que c'est une classe d'actifs qui surperforme de manière importante. Et voilà, donc avoir aussi en tête ce petit élément-là. Merci beaucoup, Damien. C'est avec grand plaisir. Toutes ces infos. C'est pas terminé. On va poursuivre puisque par la suite, on a évidemment nous, en tant que société qui travaille le private equity avec de la reprise d'entreprise, on voulait donner un petit peu de matière supplémentaire à toutes les personnes qui souhaitent avoir plus d'infos, savoir comment ça fonctionne, en tout cas avec nous chez Ideal Invest et Ideal Reprise. L'objectif étant de pareil, démocratiser l'information et travailler principalement, et ça a été notre boulot pendant plus d'1 an et demi avec toute l'équipe de direction, comment faire pour réinventer le private equity en termes de gouvernance, en termes de transparence, en termes d'accessibilité, l'objectif étant de rendre la chose plus accessible. Donc, ton entrée en matière permet justement d'y voir un petit peu plus clair sur quelles sont les données qui nous sont allouées. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, les fonds sont les premiers en fait à pouvoir proposer ça. Et aujourd'hui, il existe des clubs comme le nôtre qui proposent une méthodologie différente et une façon de faire différente. Traditionnellement, on sait que c'est réservé aux élites. C'est assez opaque. Avec un certain risque, des tickets d'entrée hyper élevés, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, et avec un manque de transparence, puisque comme pour la bourse, comme toutes les autres classes d'actifs, quand on met son argent quelque part, aujourd'hui, on n'en a pas forcément la connaissance de comment ça produit ses effets. Là, l'idée, c'est de montrer et de démontrer en fait les effets que ça peut avoir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est répondre à plusieurs problématiques et les points critiques systématiques et systémiques, en tout cas du private equity traditionnel. Donc, on a l'opacité. Les investisseurs, aujourd'hui, sont souvent laissés dans le flou concernant les décisions d'investissement et la performance réelle des actifs. La gouvernance qui est totalement fermée, avec des décisions qui sont prises par les dirigeants du fonds, sans implication des investisseurs. Et ça, malheureusement, ça ne donne pas de perspective à sa connaissance en termes d'entrée en matière dans tout ce qu'on produit les fonds. Ensuite, la barrière financière, des tickets d'entrée élevés qui aujourd'hui font que ce type de placement-là est réservé aux family office comme le tien et aux grandes fortunes, parce qu'accessible que par le biais presque d'un bouche à oreille et de compétences patrimoniales qui sont élevées. Et payer des fonds, des family office pour pouvoir placer son argent, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et ensuite, on va parler du risque élevé du private equity, c'est justement de concentrer dans un secteur précis tout son investissement sans garde-fou, en l'occurrence. La stratégie pour protéger son capital, elle est importante, et ça, c'est à chacun aussi de pouvoir l'arbitrer et de choisir convenablement dans quoi on place son argent, pourquoi on y place son argent dans ce secteur-là, et avoir des critères très précis, en tout cas en termes de sélection. Donc, notre réponse aujourd'hui, chez Ideal Invest, en tout cas,
face aux limitations du private equity traditionnel, face à ce qu'on voit en tout cas dans ce qui est pratiqué chez les fonds d'investissement classiques, c'est la gouvernance en premier lieu. Aujourd'hui, la gouvernance, on a mis en place une gouvernance pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les échecs en termes de reprise dans le private equity, en général, reposent sur la tête d'un seul homme. C'est-à-dire une personne qui a soit une compétence sectorielle et du coup, il est très bon. Je donne un exemple, je suis menuisier, je maîtrise parfaitement le métier et du coup, je rachète une boîte dans la menuiserie et on me fait confiance et j'avance. Par contre, il va lui manquer peut-être des compétences de gestion, des compétences de management, des compétences sales, etc., etc. L'objectif chez Ideal Invest, c'est justement de dispatcher toutes ces compétences-là, non pas en un seul homme, mais dans plusieurs personnes qui, eux, vont pouvoir piloter chaque secteur, chaque métrique dans la discipline qu'ils maîtrisent le plus, pour alléger justement la personne qui sera en opérationnel, qui, elle, sera un compétent sectoriel. Donc, l'objectif de cette gouvernance pluridisciplinaire, c'est de limiter justement le risque de dégradation de la structure acquise. Également, le reporting automatique et pour une transparence totale. Un reporting, c'est quoi? C'est de savoir sur quelle métrique on se base, comment on va faire évoluer la boîte, parce que on a de la data. La data, il faut pouvoir la faire remonter. Et parmi vous, en tant qu'investisseur, potentiellement, il y a des personnes qui ont une visibilité accrue et une compréhension accrue tels que des comptables. Parmi les adhérents du club, on a des comptables, on a des personnes qui sont en effet dans la direction financière, etc. Eux, ils vont pouvoir avoir une lecture beaucoup plus précise et efficace et qui vont permettre en fait à chacun des investisseurs de comprendre la mécanique prix, la mécanique chiffrée de leur structure, de leur investissement. Donc, les données financières remontées de manière systématique tous les trimestres et parfois même à la demande, une fois qu'on a consolidé certains aspects de l'investissement. Et également une accessibilité unique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on le voit naturellement dans les fonds classiques de private equity, on est à minima, j'ai très rarement vu en dessous, à des tickets d'entrée à 100 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est des gros fonds qui vont investir dans des grosses structures et en général, ils vont aller rechercher des sociétés qui sont des ETI en termes de typologie et là, c'est des millions d'euros. Donc, plusieurs family office qui vont se mettre à plusieurs sur un seul et même fonds pour capter ces sociétés-là. On est d'accord, Damien, que c'est en général comme ça que ça se passe sur les montants? Oui, grosso modo, ça va être comme ça. Ouais. Voilà. Chez Ideal Invest, l'objectif, c'était de pouvoir ouvrir. Bien évidemment, ouvrir, démocratiser, il faut aussi, quelque part, pouvoir neutraliser cette peur, cet échec de l'investissement, parce qu'une personne porteur qui est petit porteur, qui va pouvoir en effet investir 2 000 euros, c'est le ticket d'entrée qu'on propose, 2 000 euros, il aura besoin, lui, d'encore plus de rassurance et de réassurance. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, c'est les seuls montants qu'il va pouvoir investir. Et dans cet objectif-là, lui, il va essayer d'aller capter la même typologie de performance qu'un investisseur à plus haut risque ou avec plus de capacité financière en l'occurrence. Donc, l'idée d'ouvrir et de démocratiser ce ticket d'entrée, c'est véritablement de pouvoir montrer l'efficacité, démontrer aussi avec la transparence et la gouvernance pluridisciplinaire que c'est possible à petite échelle en l'occurrence, c'est l'objectif qu'on maintient et maintiendra en tout cas dans le futur, de pouvoir élargir en tout cas le champ des possibles pour tout un chacun. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir toucher un public beaucoup plus grand. Ça, c'est la première chose. Et par contre, évidemment, il y a des places limitées en termes de nombre de personnes éligibles à 2 000 euros, à 5 000 euros, à 10 000 euros, à 15 000 euros, à 20 000 euros, ainsi de suite. Pourquoi? Pour pouvoir étaler aussi le nombre de typologies d'investisseurs pour éviter tout risque lié à une majorité de personnes qui seront que des petits porteurs, etc. L'objectif, c'est pas de faire peur, justement, c'est de pouvoir réassurer en attirant des personnes, en effet, qui sont beaucoup plus petits et des personnes qui sont beaucoup plus capées en termes de montants capables d'investir. Voilà. Ça, c'est pour la partie gouvernance, transparence et accessibilité.
Pour vous parler rapidement de la gouvernance pluridisciplinaire, aujourd'hui, notre modèle, il repose sur une structure collaborative. Ideal Reprise, on ne fait pas du tout comme la majorité des fonds. On est un club et on collabore ensemble pour des décisions équilibrées. Donc aujourd'hui, n'importe quel petit investisseur peut donner son avis et c'est normal. Pourquoi ? Parce que je mets mon argent, c'est normal que je puisse donner mon avis. Ça ne veut pas dire que cet avis sera écouté. Par contre, c'est un avis qui aura sa voix dans la manière, en tout cas, d'aborder toutes les questions de décision du bureau. 6 personnes, même 7 aujourd'hui, on a encore une nouvelle personne qui vient d'arriver en la personne de Marie. Et ces personnes sont complémentaires les unes aux autres. Il n'y a pas de doublon en termes d'expertise, en termes de compétences. Aujourd'hui, on va aussi construire un réseau d'ambassadeurs qui apporte son expertise sectorielle et sur des opportunités qui vont arriver au fur et à mesure. C'est plus de 1300 sociétés aujourd'hui qu'on a pu sourcer. Et dans ces 1300 sociétés, on ne va pas pouvoir acheter la totalité des sociétés, évidemment. Par contre, avec le réseau d'ambassadeurs qu'on va essayer de recruter par la suite, une fois notre première acquisition effectuée, nous serons en mesure de pouvoir apporter une réponse sectorielle, une réponse en management, une réponse en opérationnel, en organisation, etc., etc. Pareil, l'investisseur, il peut être impliqué. C'est une question de choix, évidemment, sur les orientations stratégiques de la structure et également participer au processus de décision. Pourquoi ? Pour partager avec vous les choses. Dans l'idée, c'est comme une sorte de comité d'avis d'investisseurs pour permettre en fait à chacun d'avoir une voix portée au bureau pour les décisions importantes. Et cet équilibre entre expertise financière et vision entrepreneuriale va permettre de diffuser un message clair, c'est comment mettre en place du private equity dans son allocation d'investissement et comment le sécuriser. L'objectif, il est véritablement là. Tout ça, c'est pas un appel à investir, bien évidemment. Tout investissement comporte des risques, mais limiter les risques passe par de l'humain, de la structuration, de l'organisation, en tout cas, dans toute la méthodologie, dans toute la mécanique qu'on propose. C'est pour ça que c'est important de pouvoir diffuser ce message-là avec une vraie méthodologie mise en application. La transparence totale, ça passe évidemment par le reporting trimestriel, donc la communication régulière des chiffres, l'accessibilité aux chiffres, donc avec une visibilité accrue aux données financières des entreprises dans le portefeuille, une décision partagée et collégiale entre investisseurs, opérationnels et membres du bureau. L'accessibilité, c'est la clé pour démocratiser le private equity. Ideal Invest aujourd'hui, alors on se positionne comme révolutionnant le private equity. Je pense que ça va donner des idées à plein de gens et c'est totalement naturel et heureusement parce que on ne sera pas le seul acteur à pouvoir agir. Ce matin encore, j'ai fait une publication pour montrer qu'il y avait plein d'acteurs qui étaient en train d'émerger et ça va arriver. Aujourd'hui, notre méthode, elle est unique puisque à ce ticket d'entrée-là, ça n'existe pas. Par contre, ça demande une mécanique fiable dans le temps et surtout des engagements forts du collectif. Et c'est pas seul qu'on travaille là-dessus, justement. C'est grâce à des personnes, en effet, comme toi, Damien, comme Denis, comme Sébastien, comme Marie, comme Julie, comme l'autre Damien, etc. Et avec tous les associés que nous avons, donc 23 associés aujourd'hui à date, qui agissons au quotidien pour pouvoir permettre cette activité-là et cette action-là, en tout cas, en faveur de la reprise d'entreprise dans sa globalité. Donc, on s'incruste et on s'inclut également dans ce marché parce qu'il y a vraiment du sauvetage d'entreprise à opérer pendant les 10, 20, 30 prochaines années. Et c'est important de le savoir puisque c'est une fenêtre de tir qui est longue. Donc, c'est du temps long. On ne pourra pas tout faire seul. Donc, on aura besoin d'acteurs ou de concurrents, comme on le dit si bien, pour aussi permettre à toutes ces entreprises d'être transmises dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, il faut une mécanique solide avec des acteurs qui mettent tout ça en place. Alors, en termes de garde-fous qu'on met en place, l'objectif, c'est d'avoir une sélection rigoureuse dans les entreprises, puisque vous, investisseurs, vous avez à avoir envie de sécurité un maximum, d'avoir des marges
net de 20% pour permettre une redistribution. Et c'est surtout aussi essayer de réduire un maximum cette courbe en J dont on a parlé tout à l'heure. Cette courbe en J, c'est de dire pendant 3, 4, 5 ans, en fait, mon investissement il sera négatif. Donc, dans cette mécanique-là qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui, ça vient réduire systématiquement cette courbe en J. Et on l'a vérifié sur toutes les simulations qu'on a faites. Et ça permet justement d'atteindre une rentabilité beaucoup plus rapidement, avec la possibilité potentiellement de mettre en place un marché secondaire. Ce marché secondaire va permettre de, pareil, résoudre un problème de liquidité. C'est pas fait. Aujourd'hui, il faut qu'on soit nombreux. Le but de séduire un maximum de personnes, en tout cas dans cette mécanique-là et dans cette méthodologie-là, c'est justement pour permettre l'accessibilité à ce marché secondaire pour pouvoir revendre ses parts quand on a besoin de liquidité et permettre d'arbitrer au moment où on le souhaiterait. Ça existe dans plusieurs typologies de mécaniques. Je pense par exemple au Blast Club qui chaque année a une marketplace de revente de parts sociales. Là, aujourd'hui, c'est l'objectif que tend à avoir Ideal Invest dans sa globalité. La diversification aussi, mutualiser les choses en termes d'acquisition sur plusieurs acquisitions, parce qu'une seule acquisition ne permet pas de diluer le risque, mais au contraire, multiplier les actions avec les mêmes sélections rigoureuses sur plusieurs entités permettra de diluer ce risque-là, d'autant plus que toutes les gouvernances qu'on va mettre en place ont pour objectif d'avoir les mêmes structurations en termes de pluridisciplinarité, en tout cas dans ce monde-là. Toutes les structures seront émises avec une SPV. Donc, c'est une société holding d'acquisition, Special Purpose Vehicle pour ceux qui maîtrisent l'anglais. Et pourquoi ? Pour répartir les risques. Donc, chaque structure aura une holding d'acquisition dédiée avec ses investisseurs à l'intérieur de cette holding. Rien ne nous empêche par la suite de réinvestir dans d'autres SPV et ainsi de suite. Et on va limiter également les dépendances, et ça fait partie de la sélection, à des clients, aux fournisseurs. La dépendance aussi du dirigeant face à son opérationnel, c'est important pour pouvoir en fait reprendre la suite. Et l'objectif est aussi de mesurer à quel point le changement de direction va pouvoir s'opérer à plus ou moins de risques. Et ça, c'est Marie aujourd'hui qui va nous accompagner, qui va nous aider en tout cas dans toute cette mécanique-là, puisqu'elle est dans la conduite du changement sur des entreprises à transmettre, à reprendre ou à restructurer, etc., etc. Et ça, c'est des compétences qui sont aujourd'hui rares, qui sont suffisamment subtiles pour pouvoir y intégrer ce côté humain, en tout cas, dans la conduite du changement. Parce qu'au-delà des risques opérationnels, financiers, il y a aussi le risque humain, et celui-là, on le prend en compte. Et si on ne le prenait pas en compte, ça serait un aléa supplémentaire. On ne veut pas laisser les choses au hasard. On veut pouvoir appliquer une méthodologie sur toutes les mécaniques qu'on met en place. Et l'objectif également sur les structures qu'on reprend, c'est d'optimiser le besoin en fonds de roulement et la structurer de manière à ce que financièrement, elle soit systématiquement en positif dans une construction de croissance, avec des évolutions, des structurations forcément organisationnelles, mais aussi financières, et aussi en proposition de services ou produits selon la typologie de structure. Donc, proposer de l'offre, être optimiste, en tout cas sur la mécanique, et mettre en avant toutes les capacités, en tout cas en termes de pluridisciplinarité sur les acteurs dans ce milieu. Marc, je t'arrête. Juste, je te permets de prendre une pause. Moi, je vais te laisser. Il est 14h. Ça marche. Merci à toi. Avec grand plaisir. On se tient au courant. Bonne présentation. Avec plaisir. Merci encore pour ta participation. Et on se dit à très bientôt au téléphone déjà. Très certainement. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Quand on parle de gouvernance collective, en l'occurrence, on va également, et je poursuis, diluer les risques et conserver la rentabilité. L'objectif étant que notre modèle de gouvernance collective constitue le pilier essentiel de notre approche. Sécuriser, sécuriser, sécuriser. C'est le mot d'ordre. Donc, la décision d'investissement est validée systématiquement par ce comité pluridisciplinaire avec un processus d'analyse rigoureuse et multi-critères. L'implication des investisseurs dans
les orientations stratégiques est essentielle pour pouvoir permettre une lecture facile, en tout cas dans l'investissement, et équilibre entre prudence et opportunisme. Évidemment, quand on investit, l'objectif, c'est une rentabilité. Donc, il faut aussi trouver l'équilibre dans le process parce qu'aujourd'hui, on met son argent dans l'économie réelle. Il s'agit d'entreprises, il s'agit d'humains derrière, il s'agit d'emplois derrière. Donc, il faut impérativement mettre une structure humaine avec une vision claire et humaine qui permette à l'emploi de perdurer et qui permette aussi à l'entreprise d'être rentable et poursuivre sa croissance, en tout cas dans le temps. Contrôle permanent des risques sans sacrifier le potentiel de rendement. Ça, c'est notre objectif, en tout cas, dans cette mécanique-là. Et l'objectif, c'est une rentabilité maîtrisée de 6 à 15% de rendement annuel cible. Il n'y a pas de promesse de rendement dans ce que je suis en train de vous évoquer. Par contre, avec tout ce qu'on met en place, on a produit des simulations sur des exemples, en tout cas, avec des sociétés qui nous ont transmis toutes leurs data. Et c'est le rendement cible qu'on vise, avec 100% de transparence, évidemment, sur les frais. Vous aurez l'occasion de le voir si on sait au téléphone par la suite, et un potentiel de plus-value, puisque une fois la société structurée et potentiellement est revendable avec une plus-value de sortie en plus. Donc, comparons donc le private equity avec l'investissement traditionnel via Ideal Reprise. C'est en termes de critères, le private equity traditionnel, on a des critères qui sont différents par rapport à Ideal Reprise, puisque aujourd'hui, les critères classiques dans le private equity, c'est j'ai une société, comment on fait pour l'acheter, avec quels moyens. Chez Ideal Reprise, on va tout simplement travailler des critères en amont. Pourquoi ? Parce que ce sont ces critères qui vont rendre la société éligible. Le ticket d'entrée, plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers d'euros contre 2 000 € aujourd'hui. La gouvernance, qui est fermée et concentrée dans le private equity traditionnel, pluridisciplinaire chez nous. La diversification, souvent concentrée sur une typologie, un secteur d'activité, puisque souvent spécialiste dans le private equity traditionnel. Chez nous, mutualisation, puisqu'on va aller chercher des multi-compétences et multisectorielles pour mutualiser ses investissements. L'implication des investisseurs est quasi inexistante dans le traditionnel, et chez nous, on va être sur du participatif de l'actif. Les frais de gestion sont souvent élevés et cachés dans le traditionnel, simplement parce que c'est un fonds qui les gère, et chez nous, vous aurez la visibilité totale. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vous refais pas le laïus de pourquoi rejoindre Ideal Invest, parce qu'aujourd'hui, on cherche à investir comme les plus grands, mais en étant petit investisseur potentiellement. On diversifie et on sécurise. C'est une aventure collaborative. C'est aussi investir dans du capital à impact, puisqu'on investit dans l'économie réelle. Plusieurs nous ont rejoints à date. Nous sommes aujourd'hui un petit peu plus d'une trentaine, et on va continuer à avancer comme ça. En lien dans la description et en commentaire, je vous appose mon calendrier directement pour des rendez-vous. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tout cas, de partager cette aventure avec nous. Et ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Voilà, je suis en train un petit peu de bafouiller, c'est la fatigue qui commence à arriver. Donc, je vous remercie en tout cas à toutes et tous pour votre attention. Merci de nous avoir écoutés pendant plus d'1 heure. On a débordé un tout petit peu, mais en l'occurrence, on a essayé de réunir le timing nécessaire et faire en sorte de vous diffuser un maximum d'informations sur le private equity, sur les investissements en règle générale. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, donner de la force pour de la visibilité. Et on se dit à très bientôt, puisque prochainement, on va réitérer ce genre d'opération pour parler de plein d'autres sujets hyper intéressants autour du business, autour de la reprise d'entreprise. Et je compte sur vous et sur votre présence pour nous écouter encore nombreux. À très bientôt.